Ce programme vous est proposé par Season Media. Souvent, c'est pas considéré très sexy pour une femme d'avoir des poils. Puis on remarque bien, c'est très inconfortable de voir la femme comme étant un être sexuel. Le corps de la femme ne lui appartient pas totalement. C'est quasiment une propriété presque publique. Ici, dans notre contexte, on n'a pas forcément une sorte de dictature de la minceur, mais on a un corps idéal pour la femme africaine. Exact. Comment peut-on aider les femmes à se libérer du poids, du jugement lié à leur corps? Déjà, il faudrait que notre société arrête de juger. Il est 10h30 et il est l'heure pour True Talks, votre podcast 100% féminin. Bienvenue dans cette interview consacrée à un sujet essentiel et encore trop souvent entouré de silence, les tabous qui pèsent sur le corps de la femme. Qu'il s'agisse de menstruation, de sexualité, de maternité, d'apparence ou de vieillissement, de nombreuses réalités féminines restent jugées, cachées ou incomprises. Pour évoquer ces enjeux et ouvrir un espace de parole sincère, nous recevons aujourd'hui Carla Nsoé, impliquée depuis des années dans l'accompagnement psychologique des femmes. À travers son expérience, elle nous aidera à comprendre comment ces tabous façonnent les comportements, les émotions et l'estime de soi. Préparez-vous à un échange profond, humain et surtout libérateur. True Talks, c'est dans un instant. Alors, comme annoncé en entame de ce podcast, on va parler des tabous autour du corps féminin. Et pour en parler, je suis avec Carla Nsoé. Carla, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça va très bien, merci. Alors Carla, pourquoi est-ce qu'il est important pour toi de participer à cette discussion sur les tabous liés au corps de la femme? Alors, je dirais que c'est parce que je pense qu'il est important de lever le voile sur certains sujets qui sont très souvent considérés comme difficiles. C'est important d'avoir ces conversations-là. Moi, je ne suis pas activiste formelle, mais j'ai commencé à être formellement intéressée par le sujet quand je suis entrée à l'université. Donc, alors pour moi, c'était un peu par hasard, c'était à travers les réseaux sociaux, à travers des illustrations infographiques un peu cartoonesques. Mais plus je me suis éduquée sur le sujet, plus je me suis rendu compte de quelque chose qui brise vraiment le cœur, c'est à quel point le sujet est vaste et insidieux parce qu'il va s'incruster dans tous les aspects de nos vies en fait. Et ce qui fâche, c'est à quel point on n'en parle pas et surtout dans notre contexte. Donc je me suis dit, vous savez, le silence, il nourrit la honte. Et c'est important du coup de parler, de réellement créer, parce que pour moi, c'est la première étape, c'est la voix, il faut parler. Et créer un espace de dialogue même pour ces femmes-là, pour celles qui ont besoin d'en parler. Et effectivement. Mais du coup, pourquoi, selon toi, ces tabous persistent aujourd'hui, malgré les avancées sociales? Tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, malgré l'ouverture au monde, on va le dire comme ça. Pour moi, ce serait difficile en fait de dire qu'on a eu des avancées sociales comme on le pense. Je pense qu'on a eu des avancées politiques, des avancées légales. Aujourd'hui, les femmes ont le droit d'ouvrir leurs entreprises, de se déplacer sans forcément avoir l'accord préalable de leur partenaire ou de leur paternel. Elles peuvent voter. Mais je peine à dire que l'aspect social a connu la même vélocité en fait. Donc, c'est compréhensible parce que vous savez, on vit sous un système ou plutôt plusieurs systèmes qui se nourrissent mutuellement, donc patriarcat, capitalisme et colonialisme / néocolonialisme. Et ils sont tellement vieux et tellement bien établis qu'ils ont réussi à s'incruster dans le tissu même de la société. Du coup, les gens prennent ce système-là comme étant une partie de leur identité. Et du coup, quand il faut, quand on vient avec une nouvelle façon de penser, on érige des lois qui confrontent un peu l'identité même, les valeurs et les croyances des gens, il y a une résistance qui va se former. Donc, je pense que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on se dise que, OK, on est arrivé suffisamment loin, on voit quand même beaucoup de changements, beaucoup de choses ont évolué, tout n'est pas encore fait. Alors, quels sont, selon toi, les tabous les plus répandus autour du corps féminin?
Les tabous les plus répandus autour du corps féminin, bon, je pense qu'on peut un peu les scinder en plusieurs thèmes. Premièrement, on va parler des fonctions naturelles. Donc, ce sera les menstruations, la ménopause et donc le tabou de la vieillesse qui vient à côté, la pilosité même. Donc, parce que souvent, ce n'est pas considéré très sexy pour une femme d'avoir des poils. Ensuite, en deuxième, on aura le tabou de la sexualité et du plaisir des femmes. C'est très inconfortable, si on remarque bien, c'est très inconfortable de voir la femme comme étant un être sexuel, un être qui peut prendre du plaisir dans cet aspect-là, cet aspect intime. On aura également des maladies qui sont invisibles, comme par exemple l'endométriose, qui fait des ravages dont personne n'en parle. Personne n'en parle et pourtant, je pense bien que ça peut toucher environ une femme sur 10. C'est énorme, mais énorme. Oui. Et enfin, alors j'oublie, mais il y a... Alors d'où viennent ces tabous, culturellement, socialement, historiquement? En fait, je pense que les tabous, en fait, ils viennent principalement de l'impuissance qu'on a par rapport à certaines choses. Si on prend par exemple le cas des menstruations, écoutez, une jeune fille, elle va arriver à un point et elle ne sait pas quoi faire, elle va arriver à un point où elle a du sang qui sort de ses parties génitales. Elle ne saura pas comment réagir, son père ne saura pas comment réagir et si sa mère ne lui en a jamais parlé, on se sent un peu impuissant par rapport à ça. Et du coup, quand on est aussi impuissant, c'est facile de mettre ça sur un compte un peu négatif. Et ensuite, quand on a eu les colonisations et l'Occident qui est venu avec donc son patriarcat qui est très rigide, qui a instauré, disons, des structures juridiques très condamnantes pour la femme, on se retrouve avec donc cette situation-là où on est parti de l'impuissance à une condamnation totale, en fait, que ce soit de la physiologie de la femme, que ce soit de son corps même. Le corps de la femme est très souvent considéré comme étant criminel même. Ça peut aussi venir du fait que le corps de la femme ne lui appartient pas totalement. C'est quasiment une propriété presque publique. Tout le monde a le droit de juger, de commenter. Bon. Ah oui, on ne fait pas très souvent ça pour les hommes. On ne se sent pas aussi libre de commenter ce qu'un homme, à quoi il ressemble. Est-ce que c'est pas parce que le corps de la femme est beaucoup plus attirant, qu'il soit vêtu ou non? Alors, je ne saurais pas dire si c'est parce qu'il est plus attirant, mais je pense en tout cas que vu qu'on grandit, on grandit avec ces paroles-là et on se dit que bon, voilà, une femme, on a un peu le droit quoi, de toucher, de parler, de commenter, sans forcément qu'il y ait des conséquences après. Donc, oui. Et enfin, il y a une cause économique. C'est que l'industrie, il y a plusieurs industries qui bénéficient largement du fait que des insécurités des femmes. Donc, l'industrie de la cosmétique, par exemple, elle vaut des milliards et des milliards. Oui. Donc, elles ont tout à gagner à ce que les femmes ne soient pas confiantes en elles-mêmes. Voilà. Mais du coup, quel impact est-ce que toutes ces causes, ces tabous ont sur la perception que la femme a d'elle-même, selon toi? Ces tabous-là, en fait, ils vont causer une sorte de dissociation, d'aliénation. Donc, la femme, elle va vivre un peu comme si son corps est un projet à corriger, ou alors, dans les cas les plus extrêmes, est un ennemi. Plutôt qu'un allié, c'est ton corps qui te porte et tout ça. De deux, il y aura comme une sorte de double conscience. Donc, la femme, elle va faire l'expérience de son corps, mais à côté de ça, elle aura une deuxième conscience derrière qui sera constamment en train de commenter. Et il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle The Bride Robber de Margaret Atwood, qui a cette citation qui va dans les lignes de tu es une femme, avec un homme qui regarde à travers un trou de serrure dans ta tête. Donc, tu es une femme en train de tout le temps t'observer, tu es ton propre voyeur. Donc, je pense, et cet effet-là est un peu
dévastateur parce qu'il est drainant. Imaginez de vivre sa vie, Oui, effectivement. vivre sa vie, mais aussi être en train de tout le temps s'observer, se surveiller, se plier, en fait, se mouvoir et se mettre dans un moule pour être sûr qu'on est présentable aux yeux des autres et de la C'est ça. société. C'est drainant. Et surtout vivre en fonction des regards des gens. Oui. C'est ça. Quels effets psychologiques, justement, observes-tu chez les femmes confrontées à ces tabous? Je pense que tu en as cité quelques-uns. Ouais. Mais en dehors de cela, est-ce que ça a des causes dépressives? Est-ce que... Oui, dans des cas extrêmes, on peut arriver à une sorte d'anxiété sociale. Les femmes ont 2 fois plus tendance à souffrir d'anxiété sociale que les hommes. On peut arriver à une sorte de honte vraiment chronique qui va empêcher la femme, par exemple, de dire qu'elle va sortir de chez elle. Elle ne peut pas forcément connecter avec les autres. C'est difficile de se faire des amis parce qu'elle est tout le temps en manque de confiance. On aura des troubles alimentaires. Donc, quand on parlait j'ai oublié de citer parmi les tabous la morphologie. On aura des troubles alimentaires liés à... Bon, ici, dans notre contexte, on n'a pas forcément une sorte de dictature de la minceur, mais on a un corps idéal pour la femme africaine. Exact. C'est les grosses fesses, les gros seins, bien pulpeuses et tout. Oui. Et donc, sauf que tout le monde n'a pas... Pas du tout. Le corps, il n'est pas standard. Et on a du mal à comprendre ça. On reçoit beaucoup de commentaires. Tu es trop mince, tu es trop grasse, tu es trop. Et donc, chez certaines, vraiment dans les cas extrêmes, elles vont arriver à éviter de manger. Elles vont se faire vomir après avoir mangé. C'est de l'anorexie? Ouais. Anorexie, boulimie et tout ce qui vient avec. Et souvent aussi, il y a aussi cette autre maladie, la dysmorphophobie, où quelqu'un devient quasiment obsédé par un défaut qui soit minime ou alors totalement imaginaire. Mais ça gâche sa vie à un point inimaginable. Donc, du coup, tous ces tabous influencent donc les relations sociales, familiales, internes. Oui. C'est vraiment une grosse cause à effet sur les femmes. Oui. Donc, disons, dans la sphère familiale, on aura par exemple une honte qui va se transmettre de façon générationnelle. Donc la mère qui n'a peut-être pas su faire face à ses démons, elle sera capable de transférer ça vers sa fille à travers des commentaires blessants. Donc cache ta serviette, tu es beaucoup trop grosse, il faudrait que tu perdes du poids, il faudrait que... Côté social, ce que je remarque, c'est une sorte de compétition entre les femmes. Donc, disons, on vit toutes avec nos insécurités et du coup, on se met à se jauger les unes les autres. Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Est-ce qu'elle a des vergetures? Est-ce que... Ou alors, moi, je dois être meilleure qu'elle pour avoir la validation des hommes et de la société. Donc, et enfin, dans, disons, la sphère intime, ce sera cette difficulté-là à communiquer, cette difficulté à être présente même dans le moment où on n'est pas capable de dire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, oui. On ne peut pas s'exprimer librement. De toute façon, on se dit que l'autre va nous juger. Pourtant, il faudrait faire ce pas-là de communiquer. C'est pas mal de faire ça. Alors, avec ta permission et surtout la permission de notre directeur technique, Monsieur Westcamp-Elama, on va prendre une courte pause à la régie et on vous revient juste derrière. À tout de suite. Découvrez une toute nouvelle façon d'exister avec Season Media, votre appli préférée. Des programmes riches, variés et engagés au plus près du Cameroun et de l'Afrique d'aujourd'hui. Focus Sport, toute l'actualité sportive de la semaine en un seul rendez-vous. Résultats, analyse, coup de cœur et coup de gueule. Chaque vendredi à 15h. The Interview, un face-à-face sans filtre avec les acteurs majeurs de la scène politique et économique. Des questions franches, des réponses directes. À 19h, ne manquez pas votre bimensuel. True Talk, entre femmes, on se dit tout. Des échanges sincères, inspirants et sans tabou sur les sujets qui comptent. True Talk, la parole au féminin sans détour. Chaque samedi à 10h30. Reportages exclusifs, articles fouillés, analyses en direct. Partout où ça se passe, nos journalistes sont sur le terrain.
si chacun de nous devenait un acteur du changement? Découvrez Citizen Time, l'émission qui vous apprend les réflexes citoyens et les gestes qui sauvent. Citizen Time, votre rendez-vous mensuel à 13h. Des infos, des débats, de la culture et de l'énergie. C'est tout ça, Citizen Media. Téléchargez dès maintenant l'application et restez connectés au Cameroun et à l'Afrique qui bouge. De retour sur le plateau de votre podcast True Talks et surtout n'hésitez pas à contacter Citizen Media pour tous vos besoins en communication, etc. Allez sur notre application, notre site web pour voir tout ce qu'on propose en termes de services et surtout n'hésitez pas à nous contacter. Carla, tout va bien jusqu'ici? Tout va bien, merci. Alors, on va parler de déconstruire, accompagner et libérer. Comment peut-on aider les femmes à se libérer du poids, du jugement lié à leur corps? Déjà, il faudrait que notre société arrête de juger. Hein. C'est ça, commençons déjà par là. Pour accompagner les femmes, je dirais, il faut encourager la parole. C'est très important, il faut encourager la parole, il faut encourager la solidarité féminine. Parce que justement, par cette compétition-là, il faudrait réussir à faire en sorte que les femmes puissent se soutenir, puissent échanger leurs expériences sans jugement. Parce qu'on apprend beaucoup de l'expérience des autres aussi. C'est ça. Donc, c'est important de faire ça. Il faudrait que l'éducation puisse suivre également. Donc, il s'agit de prendre d'inculquer des vraies valeurs même à nos enfants. Oui. Et il ne faudrait pas avoir peur il faudrait éviter de mystifier forcément le corps. Il ne faudrait pas avoir peur d'en parler. Il faudrait expliquer même aux enfants parce que c'est important. On entend beaucoup de choses qui arrivent ici dehors. Et les enfants ne savent pas comment évoquer le sujet et dire tel m'a touché comme ceci, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, parce qu'ils ne savent pas mieux que ça. Et peut-être qu'ils ne savent même pas que ce n'est pas normal. Ils ne savent pas. Quand on te touche à tel endroit. Ils ne savent pas. Oui. Et je dirais, c'est autant à l'école qu'à la maison. Je me souviens, moi, au secondaire, dans mon école, on avait un cours d'EVA. C'était éducation à la vie et à l'amour. Oui. Et chaque professeur venait un peu avec son thème, mais globalement, ça revenait sur les relations humaines, qu'elles soient amicales, romantiques, familiales. Et bien sûr, on touchait à la sexualité. Et bien que le professeur faisait des efforts pour être le plus ouvert possible, nous, les élèves, on riait parce qu'on ne savait pas qu'on avait le droit d'en parler. Oui. Donc, c'est important de dire aux enfants... Et qu'est devenu ce cours? Tu penses qu'il est toujours enseigné aujourd'hui? Je pense qu'il est toujours enseigné, je mais pense il que doit c'est être important, plus... surtout comment le monde va vite avec les réseaux sociaux. Oui. Il faudrait que les écoles pensent à parler toujours d'éducation à la vie, à l'amour, pour permettre aux enfants d'être préparés à certaines réalités. Ouais. Du coup, alors, quelles pratiques psychologiques est-ce que toi, tu utilises lors de tes discussions avec les femmes, quand tu travailles, quand tu essayes de les accompagner dans leur bien-être? Alors, pour moi, un truc que je trouve important, c'est la psychoéducation. Donc, c'est véritablement d'essayer de voir quelle est l'origine du mal-être. Donc, véritablement voir dans notre vécu, dans le passé, quels sont les messages qu'on a internalisés pour pouvoir travailler et essayer de désamorcer leurs effets. Ensuite, une autre chose que je trouve très importante, très effective, c'est la thérapie par l'exposition. Donc, quand on a, disons, moi j'ai peur de mes vergetures, à des micro-doses, je ne demande pas de tout de suite aller à la plage en bikini, mais porter quelque chose d'un peu plus court, par exemple, qui va montrer ses vergetures, aller à la boutique du quartier, se frotter un peu au mal-être pour mieux l'accueillir, voilà. Pour mieux le percevoir même. Oui, effectivement. Donc, faire ça, et au fur et à mesure, on se sent un peu plus détendu, même dans un espace qui n'est pas forcément un terrain conquis, quoi. Et ça m'amène à te demander, quel rôle est-ce que tu penses que la société, les médias, l'éducation peuvent jouer dans la normalisation du corps féminin, sans forcément qu'il y ait des standards pour qu'une femme soit belle, il faut qu'elle soit mince, etc. Quel rôle est-ce que tu penses qu'on puisse tous jouer?
dans ce sens? Alors, je pense que déjà, on doit pouvoir pratiquer plus de considération et d'empathie même dans nos discours. Le discours est très important, c'est un véhicule de culture et d'éducation même. Donc, au lieu de... Quand on voit sa nièce, au lieu de lui faire un commentaire sur son poids, il faudrait peut-être qu'on s'abstienne et que si on est vraiment inquiète pour sa santé, qu'on y aille sans forcément blesser son ego. Pour l'éducation, il faudrait, comme j'ai dit tout à l'heure, faire des cours d'anatomie, d'éducation sexuelle et tout ça. Mais dans les médias surtout, et je sais que aujourd'hui, en fait, on n'a pas que nos médias camerounais qu'on regarde, on regarde aussi beaucoup l'extérieur, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faudrait véritablement, pour les parents, suivre ce que les enfants consomment. Et pour les plus grands, les adultes, il faudrait consciemment suivre des personnes avec des corps variés. Il faudrait suivre des personnes qui nous ressemblent pour qu'on ne se sente pas aussi autres alors que nous existons dans le même monde que tout le monde. Donc, voilà. Merci beaucoup, Carla. C'est le moment de passer à une partie un peu plus fun de l'émission. On a un quiz, donc je te laisse réfléchir. Le temps qu'on prenne cette petite transition, on vous revient avec le quiz. Merci d'être toujours avec nous. Le programme, c'est True Talks. Et toujours, je vous rappelle de contacter Season Media pour tous vos besoins en communication, publicité, branding, etc. Nous sommes à votre disposition. Alors, on passe à la partie quiz du programme. Carla, tu vas prendre ce petit panier. OK. Tu vas le mettre le plus près de toi possible. OK. Tu dois répondre à 5 questions, 1 minute par question. Et il y a un chrono qui s'affiche à l'écran. Donc, OK, bon, je me mélange un peu. Je me mélange un peu. Alors, une femme est-elle responsable des réactions provoquées par son corps? Oh là! On commence fort. Hein. Alors, je dirais au premier abord, je dirais non. Parce que il faudrait qu'on puisse apprendre aux gens à cesser d'objectifier et de sexualiser forcément le corps. Le corps, c'est un bout de chair, hein? C'est un gros bout de chair. Donc, je pense que ce serait plus libérateur qu'une femme puisse s'exprimer. Je ne dis pas aux gens, on va marcher nu en route, non. Mais qu'une femme puisse s'exprimer, puisse porter quand même des événements dans lesquels elle sera à l'aise. Puis, il y a des jours où il fait chaud, on veut bien porter un débardeur. Donc, peu importe la taille de nos seins. Voilà. Il faudrait qu'on puisse libérer aussi, enfin, ne pas vouloir porter de soutien-gorge tous les jours. C'est ça. Donc, oui, il faudrait, je dirais, la femme n'est pas totalement responsable des réactions qui sont provoquées par son corps. Très souvent, le responsable, c'est l'éducation qu'on a eue. Exact. Voilà. Deuxième question. Le silence autour du corps féminin est-il une forme de violence sociale? Alors, oui, parce que la violence, elle n'est pas que physique, elle n'est pas que mentale, c'est aussi... le silence, en tout cas, ici, véhicule la violence, parce que si on n'en parle pas, on reste dans un profond mal-être, un mal-être qui a beau être partagé par un bon nombre de personnes, il n'est pas adressé. Donc, je dirais oui. Alors, si le corps de la femme était réellement libre, que perdrait la société? Je pense que la société, ce qu'elle percevrait comme une perte, c'est une perte de contrôle. Je pense que le monde capitaliste aujourd'hui gagne beaucoup à ce que la femme ne s'aime pas. Donc voilà, ça, ce serait une perte d'argent, ce serait une perte de domination sur l'autre. Et donc, en réalité, pour nous, donc, d'un point de vue social et pas économique, d'un point de vue social, on gagnerait beaucoup plus. On aurait une éducation plus inclusive, on saura beaucoup plus comment se comporter dans des situations sociales. Donc, je dirais perte, mais pas tant que ça, en fait. D'accord. Quatrième et avant-dernière. Le corps féminin est-il incompatible avec certaines cultures? Alors, celle-ci est difficile. Je ne connais pas toutes les cultures du monde. Mais le corps féminin, non. Le corps féminin, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui existe. Donc,
dire qu'il est incompatible avec certaines cultures, c'est difficile, c'est quelque chose de trop gros à dire. Voilà, un corps, il doit avoir la capacité de porter la personne, de la laisser se mouvoir, de la laisser exister. Donc, il n'a pas à être incompatible avec quoi que ce soit. Et la dernière? Pourquoi demande-t-on encore aux femmes de mériter le respect par leur apparence? Ça encore, ça vient de choses qu'on a appris dès le plus bas âge et qu'il faudrait qu'on sache et qu'on ait le courage de déconstruire. Une personne, un être humain n'a pas à mériter le respect. Une personne doit avoir le respect parce qu'elle est une personne humaine. Donc, demander à une femme de mériter le respect, que ce soit à travers les vêtements qu'elle porte ou alors sa façon de se comporter, ça, à mon sens, en tout cas, ça n'a pas sa place. Il faudrait savoir agir avec empathie et donner à César ce qui appartient à César. Merci Carla. Alors tu ranges tout dans le box. On va poursuivre. C'est la 5e et dernière partie de cette émission. En un mot, que représente pour toi la féminité? En un mot. C'est difficile. C'est difficile, mais bon, simplement pour moi, la féminité, c'est tout simplement l'existence. C'est l'essence, c'est l'existence, voilà. Wow, ok. Quel message aimerais-tu transmettre aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Le message que j'aimerais transmettre aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, ne vous braquez pas, mais c'est, s'il vous plaît, il faudrait pouvoir être prête à être désobéissante. Il faudrait, je veux dire, le monde, en fait, la vérité, la libération, elle n'arrive pas dans le confort. Donc, il faudrait qu'on sache qu'on va faire face à beaucoup d'adversités. Et il faudrait qu'on soit prête à accepter tous les mots négatifs qui seront jetés à notre égard. Et aux personnes qui véhiculent encore certains tabous, parfois sans en avoir conscience ou sans mesurer surtout les conséquences, que leur dirais-tu? À ces personnes-là, en vérité, c'est nous tous. Qu'on soit éduqués, pas éduqués, c'est véritablement nous tous. Donc, à nous tous, je dirais, s'il vous plaît, éduquons-nous. Éduquons-nous sur le sujet, qu'on se sente concerné ou pas, donc homme comme femme. Éduquons-nous sur le sujet parce qu'à la fin de la journée, ça nous concerne tous. Et pratiquons encore une expression plus empathique et plus qui considère un peu plus les autres. Merci beaucoup, Carla, pour cet échange puissant et éclairant. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Les tabous autour du corps de la femme ne sont pas de simples idées. Ce sont des héritages culturels qui ont longtemps limité la liberté, la confiance et la parole des femmes. En parlant ouvertement, nous faisons un pas essentiel vers une société plus consciente, plus bienveillante et plus respectueuse du vécu féminin. Souvenons-nous d'une chose, chaque femme mérite d'exister dans son corps sans honte, sans peur et sans justification. Ce bel échange clôture avec émotion et fierté la saison 1 de True Talks, votre podcast féminin. Merci à vous, nos spectateurs qui avez suivi cette aventure, partagez vos ressentis et contribuez à faire de cette saison un espace de vérité, de vulnérabilité et de force. Tous les épisodes sont disponibles en replay sur notre application avec une option de faible consommation de données pour permettre au plus grand nombre de vivre l'expérience True Talks partout et à tout moment. Nous vous invitons à nous suivre, à continuer de partager, commenter et faire vivre cette communauté engagée autour des sujets qui comptent vraiment et de nos contenus de qualité chez Season Media. Et surtout, on vous donne rendez-vous pour la saison 2, encore plus inspirante, plus profonde et plus vraie. Merci au chef d'édition de ce programme, Alphonse Queen. Merci à nos techniciens Ulrich Foguin, Samuel Popa, Nasser Tagmo, Yves Mac, Phineas Tabetsing et surtout à mon très cher directeur de production, Junior Pelama. Restez connectés, l'aventure True Talks ne fait que commencer. À très bientôt. Ce programme vous a été proposé par Season Media.